Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Merci Samuel pour le documentaire. Moi je l'ai découvert il y a à peu près 2 ans et j'ai été frappée par l'engagement de ton travail. Et ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que tu consacres ton travail de recherche à ce thème-là. Tu es actuellement doctorant à l'université Paris-Saclay en histoire et ton doctorat est également en co-tutelle avec l'université pontificale du Chili. À la fin du semestre, voyant mon intérêt pour ce thème qui était totalement nouveau pour moi, il me propose de lire les carnets qu'il avait récupérés au cours de sa thèse d'une religieuse française, Nadine Loubet. Et donc, pendant les vacances d'été au Chili, en janvier-février 2019, je lis pour la première fois ces carnets, au début vraiment sans savoir du tout à quoi m'attendre. Et j'ai été tout de suite marqué, j'imagine, comme vous aussi, là, à la lecture de ces carnets, par d'abord les événements, les faits qu'elle relate, par la profondeur spirituelle de son témoignage. Et aussi, l'élément qui m'a motivé ensuite à poursuivre, c'était que, forcément, je pense, comme n'importe quelle personne aurait fait, quand on m'a dit c'est Nadine Loubet qui l'a écrit, j'ai cherché sur Internet Nadine Loubet et j'ai vu que absolument rien n'apparaissait dans aucun moteur de recherche. Et je me suis dit que c'était assez fou quand même d'être aussi invisible en ayant participé quand même, en ayant sauvé autant de vies et en ayant dédié une grande partie de sa propre existence à la solidarité au Chili. Et donc petit à petit, j'ai commencé une enquête de terrain, notamment dans les poblaciones, donc ces quartiers que vous voyez un petit peu dans le documentaire, dans la zone ouest de Santiago, où j'ai rencontré plusieurs de ses amis qui m'ont accompagné au cours de ces dernières années et avec lesquels petit à petit j'ai pu reconstruire l'histoire de Nadine à travers ses carnets. D'abord, c'était assez important pour moi dans le film de laisser une place assez importante à ses carnets pour être fidèle à son témoignage, et après petit à petit au cours des années aussi raconter son histoire, comment elle est arrivée au Chili, comment elle s'est engagée, comment elle l'a vécu en tant que femme française, en tant que femme française religieuse, puis ex-religieuse quand elle a quitté la congrégation. Et donc voilà, je profite de ce moment d'ailleurs pour rendre hommage à l'une d'entre elles, Louisa Riveros, qui est dans le documentaire, qui est décédée la semaine dernière et qui a été pour moi une grande source d'inspiration au Chili ces dernières années. Et voilà, c'était important pour moi de le dire encore ici. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que justement tu as cette histoire très folle en fait avec la découverte des carnets de Nadine Loubet, de sœur Odile. À partir de ce travail, quelle source tu as utilisée? Comment tu as exploité ce matériel? Effectivement, d'abord sur la question du documentaire, donc comme je disais, l'important pour moi c'était de laisser une place importante au carnet, ensuite de travailler avec différentes archives pour pouvoir être aussi fidèle à cette réalité-là. Donc il y a eu plusieurs obstacles parce que c'est pas toujours facile d'avoir des accès aux archives audiovisuelles. L'archive de Georges Pompidou, par exemple, a été assez difficile à obtenir de la part de l'INA. Et donc finalement après, moi l'essentiel de mon travail et finalement ce qui moi m'a le plus animé au cours des dernières années, c'était de travailler aussi sur la question de la mémoire avec les amis d'Odile Loubet, de passer des moments aussi de reconstruction, de remémoration collective, de travailler derrière à partir d'une démarche de recherche participative aussi, de faire que ces femmes-là, elles soient aussi au cœur de la recherche et que ce soit pas seulement finalement une sorte d'extraction d'informations, mais aussi un travail sur le terrain, une fois que le film était sorti au Chili, de le diffuser dans ces quartiers-là, dans les quartiers où a vécu la sœur Odile et où beaucoup de religieuses ont été insérées et ont travaillé aux côtés des classes populaires. Et après, dans le cadre du livre, c'était avoir accès à un certain nombre de documents qui sont arrivés de la part de ses amis, qui avaient conservé par exemple de la correspondance, des textes qu'elle avait écrits après, dans les années qui suivent, dans les années 80 notamment, des photographies aussi qui permettent aussi de recadrer les lieux, parfois de recréer une chronologie dans des albums photos quand on est en recherche de dates. Et voilà, mais pour moi, en tout cas, l'aspect le plus important de mon travail au cours de ces dernières années, c'était la question de l'histoire orale et de réussir à faire émerger ces témoignages qui sont d'autant plus importants quand on travaille sur la question de la clandestinité, où évidemment les écrits sont beaucoup plus rares parce que évidemment dangereux à conserver sur soi. Tu racontais que c'était une thématique qui n'était pas énormément travaillée dans la recherche. En fait, le rôle, notamment des religieuses. A priori, on connaissait déjà un peu l'engagement des frères, donc des figures masculines éventuellement dans la résistance. Mais cet engagement féminin était très peu connu dans les congrégations. Oui, finalement, parce qu'après, c'est au fur et à mesure donc, de ce travail, je me suis rendu compte qu'effectivement,
l'angle le plus souvent, le l'angle d'approche le plus fréquent, c'était soit de regarder le rôle de la hiérarchie catholique, donc le cardinal, les évêques, et qui ont joué un rôle important au Chili dans la défense des droits humains en créant des organismes de solidarité comme le Comité pour la paix, puis après le Vicariat de la solidarité. Et quand on travaillait plutôt sur le monde populaire, c'était toujours des figures masculines qui ressortaient, de prêtres français notamment, par exemple comme Pierre Dubois, comme André Jarland, dont c'est aussi l'anniversaire de l'assassinat aujourd'hui, 4 septembre 1984, un prêtre français assassiné au Chili dans la Población de la Victoria. Et aussi, évidemment, de prêtres ouvriers chiliens comme Mariano Puga, Roberto Bolton, qui ont travaillé dans la même dynamique et au sein de ce mouvement de la théologie de la libération. Mais il y avait assez peu de choses sur les religieuses. Et Esteban avait conservé aussi, au cours de son travail, le carnet d'une autre religieuse chilienne, Blanca Rengifo, dont il a pu éditer les mémoires au Chili en 2022. Mais jusqu'à ce travail-là, finalement, c'était la première fois qu'on pouvait essayer de s'approcher de ce qu'ont pu être les expériences de religieuses au Chili et ce qu'ont pu être l'expérience de religieuses dans la résistance. D'accord. Jean Mandelson, Jean-Jacques Kolonski, c'est la première fois que vous visionnez le documentaire. Une réaction? C'est la première fois que tu visionnes le documentaire? Oui, donc j'avais pas vu ce film, donc je dois en féliciter l'auteur parce qu'en 50 minutes, vous avez réussi quand même à dire l'essentiel sur cette époque. Déjà rappeler que le 11 septembre, c'est pas le 11 septembre 2001, il y a eu un autre 11 septembre, le 11 septembre 1973, et jusqu'en 2001, cette date était cochée dans les médias, chez beaucoup de militants et ailleurs, comme un jour permettant de rappeler cette mémoire difficile d'un président élu de gauche qui a tenté, comme vous l'avez très bien dit dans votre film, on le voit, une expérience de changement de la société par la voie des urnes de façon pacifique. L'autre élément qui m'a paru intéressant, c'est de rappeler l'importance qu'avait dans ces années-là, non seulement au Chili, mais dans le monde, et en particulier en France. C'est pas un hasard. Si une religieuse française se trouve au Chili, il y en a eu d'autres en Argentine, par exemple. L'Église catholique. On était en plein, c'est bien dit dans votre film, le Concile Vatican II, ce qui a été peut-être un peu oublié aujourd'hui, chez beaucoup, donc qui a modifié, qui a essayé de tourner la page de l'Église conservatrice pour qu'elle se tourne, pour aider les croyants, les prêtres, etc., à se tourner vers les plus humbles et les plus modestes. Ça a donné naissance à ce qu'on a appelé en Amérique latine la théologie de la libération, la conférence des évêques d'Amérique latine, etc. Toutes choses, là aussi, on le voit bien dans le film, qui ont été arrêtés, bloqués par le pape venu de l'Est, donc Jean-Paul II, qui a donné une autre orientation à l'Église, qui rend peut-être difficile aujourd'hui la relecture de ces événements. Donc, qui plus est, on le dit également dans le film, elle venait du mouvement qu'on appelait les prêtres ouvriers, qui venait de France et qui avait eu un grand impact en Amérique latine, où plusieurs avaient été invités. Plusieurs d'ailleurs ont suivi la même trajectoire face à l'évolution de l'Église avec Jean-Paul II. Beaucoup se sont soit défroqués, ont abandonné les ordres, soit ont choisi la voie de la solidarité et laisser tomber les habits religieux. Et il y a un autre élément qu'on n'avait pas pu aborder, c'était pas le sujet du film, mais qui me paraît aussi important, c'est de rappeler le contexte dans lequel ces événements ont été vécus par l'opinion française, par tout un chacun, et par les partis politiques, par les responsables politiques. Même un président, comme le président Pompidou, on le voit dans le film, est obligé de reconnaître publiquement qu'il s'est passé des choses qui humainement sont difficilement acceptables. Je crois, il me semble, qu'il faut rappeler que les événements du Chili ont été vécus en direct
je dirais, en France, ce qui se passait au Chili était utilisé ou instrumentalisé par un certain nombre de responsables médiatiques, notamment le journal L'Express, qui existe toujours, qui à l'époque était dirigé par un grand journaliste, Jean-Jacques Servan-Schreiber, mais qui avait fait du Chili, au fond, c'est une espèce d'image en négatif de ce qui pourrait arriver en France, tel que l'Express le présentait. En clair, il y a un processus d'union de la gauche en France. Il y en a un au Chili, et vous voyez où est-ce que ça a conduit le Chili, dans le désordre, le chaos, et finalement le final en coup d'État. Donc tous ces événements du Chili ont été vécus comme des événements nationaux par l'opinion française, peut-être plus que par les opinions des pays européens voisins ou d'autres pays d'Amérique latine, en raison de ce processus qui avait conduit d'ailleurs le candidat François Mitterrand, il n'était pas encore président de la République, mais a considéré que son engagement politique et la reconstruction du Parti socialiste devaient passer par le Chili et au-delà par l'Amérique latine. Il s'y était rendu avec notamment le maire de Marseille, Gaston Defferre, qui je peux en témoigner, qui a gardé pendant toute sa vie politique une photo non pas de Jean Jaurès, mais une photo de Salvador Allende dans son bureau. Les échos de ces événements se sont poursuivis bien après le coup d'État, lorsqu'il y a eu des alternances municipales dans un certain nombre de lieux en France. Lorsque la mairie qui était de gauche, qui avait donné le nom de Salvador Allende à une rue, une avenue ou un édifice public, le nouvel élu, c'est ce que à Levallois-Perret notamment, s'empressait de débaptiser l'avenue Salvador Allende ou le gymnase Salvador Allende pour lui restituer le nom qu'il avait antérieurement. Donc je crois que c'est un élément qu'on venait de rappeler, parce que il est difficile à comprendre avec un regard actuel. Il est difficile de comprendre combien cette affaire du Chili a résonné dans la vie politique, la vie sociale et la vie émotionnelle de beaucoup de Français. Donc, je crois que c'était et particulièrement parce que le Chili c'est pas le seul pays à connaître un coup d'État à cette période-là. C'est pas la seule dictature ni latino-américaine ni au niveau global. Pourquoi ça parle autant aux Français ? C'était une sorte de déclic, parce qu'ensuite, il y a eu des mobilisations sur le modèle de ce qui avait été fait sur le Chili, sur l'Argentine. On a retrouvé, par exemple, au moment la Coupe du Monde du football qui était organisée en Argentine, à Buenos Aires, des campagnes très fortes sur le modèle de celles qui avaient été organisées au Chili pour dénoncer la participation de la France à la Coupe du Monde de football. Et il y a eu d'autres mouvements de solidarité sur l'Uruguay, sur le Salvador. Voilà, donc un chiffre également qu'il convient de rappeler, il y a eu à peu près 10 000 réfugiés chiliens. Ce qui peut paraître relativement modeste. Il n'y a en Europe qu'un seul pays qui a fait mieux, c'était la Suède, qui en a accueilli 20 000. Mais ailleurs, donc, les chiffres étaient beaucoup plus modestes. Un autre élément à rappeler aussi, le lien qui a été fait par beaucoup de Français entre la solidarité avec les républicains espagnols, les réfugiés, et ce qui se passait au Chili. Il y a un moment qui a été assez particulier, qui a permis cette liaison. Franco est mort le 20 novembre 1975. Il a été enterré quelques jours plus tard en présence du général Pinochet. Donc ça fait quelque part un déclic aussi dans la tête de beaucoup de Français. Et donc il y a eu cette continuité
qui s'est faite et qui a peut-être permis, dans la mesure où un certain nombre de Français avaient appris l'espagnol, s'étaient mobilisés au moment contre la dictature de Franco, donc il y a eu Pinochet, et donc cette solidarité peut-être était beaucoup plus facile qu'avec d'autres pays. Mais ça a été une solidarité quelque part modèle, et donc qui a permis qui s'est retrouvé dans d'autres situations relatives à l'Amérique latine, notamment l'Argentine. Hein, donc je parlais du football, mais également les maires de la place de Mai. Il y a eu également des religieuses qui ont disparu. Bon, l'Argentine a été aussi un moment très fort parallèlement, même si ça s'est passé un petit peu après, pour des raisons historiques liées aux dates, à la chronologie des coups d'État successifs. Et puis ensuite, on a eu l'Uruguay et plus tard Nicaragua, Salvador. Donc il y a eu toute une continuité qui explique que beaucoup des associations et des organisations de solidarité qui existent toujours aujourd'hui ont été créées à ce moment-là, autour des années 70-80. Donc, année de Vatican II, d'évolution de l'Église, année aussi des indépendances de l'Afrique, le tiers-mondisme, etc., et coup d'État de Pinochet, tentative de changement politique pacifique par la voie des urnes terminée en coup d'État. Donc tout ça explique, puis Argentine et Chili, Uruguay, que jusqu'à, je dirais, à la fin de la guerre froide, à la fin, la solidarité internationale, à partir du Chili, mais pas seulement, a créé toute une série de mouvements, de réseaux qui ont aujourd'hui beaucoup de mal à survivre dans la mesure où on est passé à un autre moment dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Amérique latine et dans celle de la France et de l'Europe. Et alors, merci beaucoup Jean-Jacques. Vous arrivez, Jean Mandelson, en 1985, donc dans un moment peut-être un peu toujours d'autant d'attention sur le Chili, ou alors le monde s'est quand même habitué au bout d'une douzaine d'années de dictature. Dans quel contexte vous arrivez à assumer ce poste diplomatiquement parlant? Je vais d'abord, bien sûr, au-delà du remerciement à la Fondation Jean Jaurès, c'est pas la première fois que... Pardon, c'était pas très important ce que je disais, je remerciais la Fondation Jean Jaurès, mais c'est pas la première fois que je le fais, donc voilà. Et je redis à Samuel l'admiration que j'ai pour son travail et l'émotion que j'ai ressentie. Je me suis dit très souvent, quand on me parle de ces années-là, j'ai l'impression, je ressens toujours de l'émotion, mais j'ai l'impression que au bout de tant d'années, là, brusquement, quelque chose est revenu. Voilà, vraiment, j'ai été personnellement très ému de voir ça. Alors, je connaissais, mais très théoriquement, l'existence de Sœur Odile, Sœur O, point, disait l'ambassadrice Françoise de Menton, l'ambassadrice de France à l'époque, puisqu'elle s'était en relation. Et je dois dire que j'ai découvert à travers ces extraits de carnet, au-delà du caractère émotionnel, une analyse politique totalement stupéfiante de la part d'une religieuse dont j'ouvre une parenthèse parce que ça n'a pas été dit dans le film et je l'ai appris moi-même sur le moment, mais il y a assez longtemps, Nadine Loubet est une fille d'un couple de Saint-Giron, en Ariège. Et moi, quand j'étais à Foix, dans ma carrière, j'ai commencé à Foix, dans l'Ariège, et j'ai trouvé trace de la famille Loubet, puisque le papa de Nadine Loubet était un collabo. Et c'est pour ça qu'ils ont fichu le camp en Argentine. C'est assez... alors, il faut le savoir pour voir l'extraordinaire cheminement intellectuel quand on a ce passé. Enfant, elle arrive en Argentine en fuyant la France. Elle a une dizaine d'années, peut-être, oui. Elle a 14 ans. Elle a 14 ans. Elle arrive en France en Argentine à 14 ans. J'admire d'ailleurs la qualité de son français, parce que manifestement, elle l'a peut-être maintenu en famille, mais elle écrit en français. Enfin, c'est assez toute chose que j'ignorais. Et quand je vois le cheminement incroyable de cette fille de collaborateur
très impliquée dans la collaboration, et de ce qu'elle fait dans les quartiers pauvres du Chili, et l'analyse politique qu'elle donne, et l'analyse politique internationale sur les morts dont on parle et ceux dont on parle pas. C'est un peu Pompidou à l'envers, quand Pompidou dit pourquoi on parle que de ceux-là et pas des autres. Je veux dire que ça m'a stupéfait. Alors ça, c'était pour parler du film, l'émotion aussi qu'on voit quand on revoit ces images. Alors pour ceux qui Mariano Puga qu'on voit par moments, Estela Ortiz dont on voit l'arrestation, c'est pas bon. Pour les gens qui ont vécu ces années-là, même moi c'était un peu après, je vais arriver à la question qui m'a été posée, c'est très fort et magnifiquement rendu. Peut-être un mot sur la relation. Je reste encore, avant de répondre à la question, je reste un tout petit peu sur le film, parce que c'est, je crois qu'il y a des, enfin, il est utile de savoir que, curieusement d'ailleurs, dans le dictionnaire que vous connaissez tous, j'espère, le dictionnaire Métron du mouvement ouvrier, c'est rare d'avoir une religieuse dans ce dictionnaire. Il y a une fiche dans le dictionnaire Métron, le dictionnaire du mouvement socialiste et communiste et révolutionnaire et syndicaliste. Il y a une fiche sur... Ajoutée par des anciens du PSU après une projection à Rouen. Absolument. Le PSU, ça va directement à mon cœur de jeune homme qui est devenu vieux. Et là, on voit que Nadine Loubet est très proche, à son arrivée, de Monseigneur Artizia, qui est l'évêque auxiliaire de Santiago, qui sera le créateur, ou l'un des créateurs, le créateur, je pense, du comité Propas, qui sera dissous par la junte militaire. C'est pour ça qu'on va créer le vicariat de la solidarité, que l'Église catholique va créer le vicariat de la solidarité, qui lui ne peut pas être dissous, puisque c'est un vicariat de l'Église catholique. Donc, c'était une réaction. Le père Artizia avait beaucoup travaillé, l'évêque Artizia avait beaucoup travaillé dans le mouvement des prêtres ouvriers en France, avec Maurice Ourton, une famille française des Landes, arrivée des décennies avant au Chili, et dont des enfants, au moins deux. L'un, Maurice Ourton, est prêtre, et donc a travaillé avec Nadine Loubet et Monseigneur Artizia, et l'autre, Monseigneur Ourton, a été évêque auxiliaire en remplacement justement d'Artizia quand il a changé de poste, et c'était un Français que je fréquentais constamment, enfin j'étais un ami. Il était évêque auxiliaire de Santiago à l'époque où j'y étais. Je vais donc débarquer sur la question qui m'a été posée. Et c'est vrai que quand on voyait cet évêque qui en plus était le responsable de Santiago Centre, donc c'était notre paroisse si je puis dire, il était assez amusant parce qu'il allait quand il avait les papiers à faire dans l'ambassade, je devais lui dire: Monseigneur, pardon, mais il ne faut pas faire de politique ici, parce que c'était de la politique française qu'il faisait. Il faisait une politique très pro-Mitterrand, d'une manière très dynamique dans les couloirs de l'ambassade, en tenue d'évêque. C'était un peu surprenant, un peu inattendu. Mais évidemment, ça ne donnait pas une image exacte de ce qu'était l'Église chilienne. Mais, malgré tout, c'est bien dit dans le film, est mentionné, sans qu'on dise son nom, l'archevêque, le cardinal Silva Enriquez, qui avoue, bien qu'il ait eu de très bonnes relations avec AND, qu'il avoue qu'il a accueilli le coup d'État avec soulagement, et que quelques heures après, ça il l'a raconté à diverses reprises, quelques heures après, il s'est rendu compte de ce que ça risquait de devenir. Et son phénomène de remords permanent, par la suite, ce cardinal a été légèrement... grâce à la limite d'âge, a été remplacé par quelqu'un de beaucoup moins militant, l'archevêque puis cardinal Fresno, dont pourtant une cousine avait été victime de Pinochet directement, puisqu'elle était restée paraplégique après un attentat à Rome. Tout ça est bien raconté, je vous le signale, dans un livre qui vient de sortir, que je vous recommande, qui est de Philippe Sands, qui s'appelle, je ne sais plus quoi, mais... Pardon ? Oui, Londres, voilà, c'est la rue Londres de l'ancien siège du PS devenu lieu de torture. Philippe Sands, qui est un auteur franco-britannique, un juriste franco-britannique, qui a fait un livre sur cette affaire-là et qui est remarquable, voilà, et en plus passionnant. C'est le genre un livre sur de droit international et comment est-ce qu'on transforme le droit international en roman policier. On veut connaître la suite. Il avait fait pareil pour Retour à Lemberg, pour ceux qui l'ont lu. Alors je vous recommande ce livre qui est sorti il y a une semaine à peu près à Paris. L'église que j'ai vue, moi, à Santiago, était... Alors, quelques évêques à la conférence des évêques étaient très impliqués directement dans le conflit contre
très minoritaires. L'évêque de Linares, Monseigneur Camus, Monseigneur Horton à Santiago, Monseigneur Thomas González, je me rappelle également à Punta Arenas, il y était 4 ou 5 minoritaires. Mais l'Église était quand même, le vicariat de la solidarité est le lieu, non pas de résistance, mais de protection des résistants. Il y avait évidemment l'évêque aux armées, et puis il y avait une majorité dans la hiérarchie qui avait la position, grosso modo, que dénonce Nadine Loubet dans ce film, c'est-à-dire il y a des morts, c'est dommage, mais il y en a eu plus, si, il y en aurait eu plus, si. Voilà, on a le coup d'État a empêché quelque chose totalement fantasmé, inventé, mais quand même, l'Église catholique que j'ai rencontrée, alors très curieusement d'ailleurs, le surlendemain de mon arrivée, débarqué complètement par hasard, ça n'avait rien à voir avec mon arrivée, le cardinal Etchegaray de Rome. Et j'étais un peu embêté parce que l'ambassadeur était malade, le numéro 2 était en vacances, donc moi, tout jeune petit premier secrétaire, j'ai dû m'occuper du déjeuner avec Monseigneur Etchegaray arrivant de Rome et les deux cardinaux de celui qui est à la retraite et l'actif. Et j'ai découvert donc l'Église catholique dans ce qu'elle avait en haut. Et puis, quelques jours après, je me rappelle du père Dubois, qui était venu, c'était après l'assassinat de Jarlan, je n'ai pas vécu l'assassinat de Jarlan, à la Población de la Victoria, et j'avais tout à fait la vision différente. Alors le père Dubois nous amenait l'ambassade dans la Población pour nous montrer ce que c'était. Mais la dimension féminine de cette résistance-là m'avait totalement échappé. Je connaissais Nadine Loubet, je savais que c'était une compatriote menacée, dont s'occupait notre consul, Françoise Bézème, mais c'est vrai que tout cet aspect-là m'avait échappé. On s'appuyait beaucoup sur l'Église pour faire ce que des diplomates, normalement, ne font pas. Je dois dire que à aucun moment, l'ambassade de France, dans ses actions, qui n'étaient pas héroïques, mais à aucun moment elle ne s'est sentie menacée d'être critiquée par Paris pour, je ne sais pas, gauchisme, irresponsabilité, etc. Non, pas du tout. Et je crois que Nicole Henkin est là aujourd'hui, elle pourra peut-être en témoigner. Dès le coup d'État, en dépit de la scène horrible qu'on a montrée de Pompidou, entre parenthèses, je suis stupéfait de voir qu'on ait des difficultés à avoir ces archives, parce que les du domaine public, l'INA est une institution publique qui donne normalement gratuitement, ou pas gratuitement. Ou pas gratuitement, ça dépend, mais en principe donne accès à ces fonds. Donc là, c'est quelque chose qui m'étonne. Mais cette image terrible, et encore, c'est pas la pire. La pire, c'est celle du Premier ministre, Messmer, qui, contrairement à Pompidou, qui était resté tranquille pendant la guerre, Messmer est une grande figure de la France libre. Eh bien, Messmer a fait au Parlement, en réponse à François Mitterrand, qui était un discours glaçant, que je cite de mémoire presque exactement. Nous n'allons pas rentrer en conflit, en discussion idéologique avec le gouvernement chilien. La France déplore la rupture de l'ordre institutionnel au Chili, comme elle déplore ceux qui ont rendu cet ordre, ceux qui ont permis cette rupture. Grosso modo, on déplore les deux et on n'y en va pas plus. Ça, c'est l'expression publique. Mais dans la réalité de l'action, je le dis parce que je préfère être honnête là-dessus, Paris et les autorités françaises ont été très solidaires de ce que faisait l'ambassade de France à l'époque, sans contestation. Le ministre des Affaires étrangères, Michel Jobert, a donné de sa poche une brique pour nourrir les premiers réfugiés, avant que le système se mette en place au ministère des Affaires étrangères, parce qu'il fallait nourrir ces gens-là. Au début, c'était simple, c'était les diplomates, les conjointes des diplomates, c'était purement masculin, le corps diplomatique à l'époque qui apportait les sandwichs. Et puis, peu à peu, on s'est rendu compte qu'il fallait des crédits pour ça. Et c'est Michel Jobert qui a envoyé discrètement, personne, ça a été découvert dans une archive des années après, il était déjà mort, personne n'a su que le ministre des Affaires étrangères à l'époque a donné beaucoup d'argent de sa poche. Je le mentionne parce que, également je mentionne, pas soupçonnable
au moment des obsèques de Franco, il y a eu ensuite le couronnement de Juan Carlos. Eh bien, je vous signale que là, Pinochet n'a pas pu y assister parce que Giscard d'Estaing a fait savoir que si Pinochet était là, lui n'y serait plus. Et le président allemand a fait savoir pareil, je crois que c'était Walter Schell, je suis pas sûr. Enfin bon, le président de l'époque, Giscard a entraîné avec lui d'autres chefs d'État et de gouvernement européens, et Pinochet était obligé de partir comme un malpropre, très humilié nocturnement de Madrid. Je le mentionne parce que c'est vrai que les pouvoirs publics français, dans toute cette période, ont été, pas tous les fonctionnaires, on trouvera toujours malheureusement un paquet de policiers qui font de la coopération policière sans savoir avec qui, et de crapuleries, mais ça ce sont des individus. Les instructions telles qu'on les voit, à aucun moment il y a de complicité avec ce régime, il y a une hostilité par rapport à ce régime. Puis à part ça, c'est vrai, le Chili est un État avec lequel on continue d'avoir des relations économiques, financières, militaires, très peu militaires d'ailleurs. Enfin bon, ça existe. Voilà, c'est, je ne sais pas si je vais pas le développer maintenant, mais Gaston Defferre, par exemple, qui a une image plutôt d'un socialiste pas très très à gauche, mais qui a été quand même un résistant de première bourre, Gaston Defferre a distribué pendant cette époque un paquet de passeports quand il était ministre de l'Intérieur. Pas seulement à des Chiliens, à des Angolais, en fait, etc. Il y a une dimension militante qui est très peu connue et qui n'est d'ailleurs que très rarement archivée, bien sûr, parce que c'est le genre de choses qu'on fait sans écrire et sans être trace, quoi. Mais si on interroge par exemple Régis Debray sur ce que faisait Gaston Defferre à l'époque, il est très admiratif. Et c'est un peu étonnant pour ceux de ma génération qui voyaient un peu Gaston Defferre comme bon, il est socialiste, mais il faut le dire vite, quoi. Eh bien, pas du tout. Sur ces choses-là, ça m'étonne pas d'apprendre qu'il avait le portrait d'Allende. J'ai noté quelque chose qui peut-être pas exactement dans la ligne de ce que vient de dire Jean-Jacques, sur la solidarité particulière dont le Chili a bénéficié. Et je me suis posé la question souvent pourquoi. Je me rappelle de scènes assez hilarantes dans les réunions, je ne sais pas si c'est à l'OFPRA ou à la CIMAD ou peu importe, où un malheureux Paraguayen demandait à un Chilien « Mais comment vous faites, vous, les Français sont tous avec vous et moi, personne ne s'intéresse à moi. Je suis Paraguayen, il se passe pareil avec Stroessner, pourquoi le Chili ?» C'est effectivement l'extraordinaire investissement politique, affectif, idéologique qu'on mettait dans l'union de la gauche, arrivant par les élections au pouvoir, faisant une vraie politique de transformation sociale, et en plus un pays qui nous ressemblait. Alors, enfin, on était plus... Je prends même la gauche péroniste, Héctor Campora, à la même époque. Le président argentin, le premier président argentin de 73, de juillet 73, je crois, Campora, bon, on ne sait pas qui c'est un péroniste. Alors qu'en revanche, on regarde le Chili, il y a un parti démocrate chrétien, un parti communiste, un parti socialiste, un parti radical, une droite avec une droite réactionnaire et une droite plus ou moins... on a l'impression de parler de la France. Alors c'est complètement faux. Peut-être que les deux partis communistes sont assez proches, mais les deux PS ne sont pas du tout, non, ni historiquement, ni en réalité proches, même si le parti français se sent proche du parti chilien, il ne l'est pas réellement. Le parti radical, lui, c'est lui qui est membre de l'Internationale socialiste. C'est pas le parti socialiste du Chili, c'est le parti radical. Le parti démocrate chrétien n'a rien à voir avec le MRP, il est né du socialisme personnaliste de Mounier. Donc, il y a d'énormes divergences, mais ça ne fait rien. On voit le Chili, et c'est vrai que le coup d'État du Chili a été beaucoup plus violent que ce qui s'est passé en Argentine, ne serait-ce que parce qu'en Argentine, il y a eu la période de transition, si j'ose dire, d'Isabel Perón, où pratiquement déjà la répression avait commencé. Le coup d'État n'a fait qu'entériner des choses existantes. Et dans les autres pays, à aucun moment on avait ce sentiment de proximité que la gauche française a eu, et que la France a eu avec ce qui se passait au Chili, avec inquiétude ou avec enthousiasme, inquiétude à droite, enthousiasme à gauche, mais il y avait une proximité intellectuelle constante vis-à-vis du Chili, très différente de ce qu'on avait vis-à-vis du Paraguay, sans parler de l'Amérique centrale. Voilà, c'est peut-être ça qui fait que, évidemment, il y a beaucoup plus de
de rue Allende que de rue de qui d'autre en France. Merci Jean, c'est passionnant. Et, avant de parler un peu plus justement du réseau de solidarité qui mêle à la fois les réseaux religieux et puis l'ambassade, je voulais te poser la question justement, tu parlais de relationner avec l'État chilien. Quelles étaient les relations avec la junte, quels étaient les rapports et voilà, comment relationner en 1985 au Chili? J'ai du mal à dire 1985. Il faut d'abord savoir que ce qu'a dit Pompidou est vrai. C'est une réponse indirecte à Jacques Duclos, qui à l'époque avait attaqué le gouvernement français, qui avait été le premier à reconnaître le gouvernement chilien. Et Michel Jobert, dont je viens de dire ce qu'il a fait pour secrètement, totalement secrètement, personne ne le savait. Michel Jobert a répondu au Sénat, Jacques Duclos, en disant « Monsieur Duclos, la France n'a pas reconnu et n'a pas l'intention de reconnaître la junte du Chili. D'ailleurs, elle n'a pas reconnu le gouvernement Allende ni le gouvernement Frey. La France reconnaît les États et pas des gouvernements. » Ça a été d'ailleurs, c'est constamment la ligne française, qui n'a eu qu'un viol, à mon avis, récent, au moment de l'affaire Maduro, quand on a reconnu provisoirement un pseudo-gouvernement Guaido. Mais c'est le seul moment de l'histoire de la diplomatie française où on fait ce jeu de choisir un gouvernement ou un autre. Je mentionne ça parce que on avait été critiqué à juste titre, parce qu'un crétin, je ne sais pas qui c'est, et peu importe, un crétin du service du protocole au Quai d'Orsay avait reçu de l'ambassade du Chili en octobre 1973, fin septembre, une note verbale disant que on présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et on lui signale que le nouveau gouvernement du Chili est composé de Pinochet, puis le nouveau gouvernement, voilà. Et au lieu de mettre ça sous le coude et de dire qu'est-ce que je fais de ça, cet imbécile, il a fait comme si c'était le gouvernement luxembourgeois qui changeait. Il a mis un tampon, accusé de réception. Et l'accusé de réception a été utilisé par la junte chilienne. La France est le premier pays à reconnaître le gouvernement du Chili. Alors en fait, c'était faux. Mais il n'empêche qu'effectivement, l'accusé de réception était, honnêtement, entre nous, enfin, chez les diplomates, c'est considéré comme une forme de reconnaissance. On n'aurait jamais dû faire cet accusé de réception. À tel point que je suis en train de travailler sur le 60e anniversaire de la Révolution dominicaine. Et très précisément, le gouvernement français envoie des télégrammes. Vous n'accusez pas réception de personne à Saint-Domingue. Même de l'ambassadeur, du président, machin. Non. On n'accuse pas réception, on prend les notes. Éventuellement, on répond dans les contacts individuels, mais vous n'accusez pas réception. Parce que l'accusé réception peut signifier reconnaissance. Donc, en 1973, on était très gênés, et on le voit quand Pompidou intervient, par cet acte bureaucratique qu'il ne faut pas analyser politiquement, qui est un pur acte bureaucratique d'un imbécile. Il y a toujours comme ça dans la fonction publique, soit des salauds, les flics qui ont livré quelques réfugiés chiliens en Argentine ou au Chili, il y en a. Mais ce sont... Enfin, je n'ai jamais trouvé de document prouvant une quelconque instruction à aucun niveau de l'État français et à aucun moment sous Pompidou, sous Giscard, évidemment pas sous Mitterrand. Donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. En 85, très rapidement, lorsque j'arrive au Chili, on est déjà dans la phase où il y a eu les protestas et les mouvements syndicaux qui, dans les années 80, a fait revenir le peuple dans la rue. Je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là, mais quelque chose qui m'avait frappé. Lorsque, entre nous, on discute d'un événement politique, on n'a pas la date, mais on dit, mais si tu te rappelles, c'est avant l'élection municipale ou avant l'élection législative. Là, au Chili, il n'y avait pas d'éléments qui permettaient dans la vie politique de se rappeler de quoi que ce soit, puisqu'il n'y avait pas l'ombre d'une élection depuis 16 ans ou 17 ans, depuis 15 ans ou 14. Donc on disait, c'est avant ou après les brûlés vifs, avant ou après les égorgés, enfin, les éléments qui nous permettaient de situer chronologiquement l'objet dont nous parlions entre nous pour travailler, enfin, c'était les horreurs qui rythmaient la vie chilienne. Les brûlés vifs, c'était les deux étudiants brûlés vifs au coin d'une rue, c'est ça? Oui, les égorgés, c'était 3 professeurs à la sortie d'un lycée qu'on a retrouvés égorgés, dont le mari d'Estella Ortiz, on a vu la photo tout à l'heure lors de son arrestation. Voilà, nous avions des relations d'État à État, nous avions de la coopération plutôt scientifique. Ça ne mangeait pas de pain.
Et en fait, quand je suis arrivé, là, c'est l'un des trucs qui est raconté d'ailleurs par Roland Quérol dans son ouvrage. Je me suis dit, moi je connaissais bien les équipes de Sciences Po et notamment les équipes du CEBIPOF et des études sur les sondages, sur les élections. Je me suis dit, pourquoi cet argent-là n'irait pas plutôt à former, à aider à la formation de Chiliens qui avaient perdu depuis tant d'années le contact avec le principe de l'élection. Et Sciences Po a envoyé une grosse délégation, avec notamment Roland Quérol, mais pas que lui, et ça a été extrêmement utile au moment 3 ans plus tard, en 88, au moment du plébiscite, enfin du référendum que les Chiliens appellent plébiscite, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, c'est le référendum de 88, ça a été très utile. Des gens qui étaient formés à contrôler les élections, voir avec les listes électorales, enfin des choses qui avaient été perdues en 17 ans de contact. Et là, la coopération française, finalement, elle a modestement aidé, probablement moins que la présence massive dirigée par Pierre Mauroy d'observateurs dans les bureaux de vote, mais la coopération française a eu son rôle modeste positif. Par ailleurs, il y avait des échanges économiques classiques et normaux. Avec les militaires, c'était extrêmement discret. Attention à ce que les armes qui continuaient à nous acheter ne pouvaient pas être des armes d'utilisation à l'intérieur. Un sous-marin, ça peut difficilement être utilisé. Alors on essaie de vendre nos sous-marins, on essaie toujours de vendre nos sous-marins un peu partout dans le monde. Ce ne sont pas des armes de répression. Voilà. Il y avait une espèce de précaution gouvernementale de tous les gouvernements. Surtout en 85, quand je suis arrivé, c'était Laurent Fabius qui était Premier ministre. Il n'était évidemment pas question à l'époque d'avoir une coopération militaire poussée avec le Chili. Donc on avait une relation avec un régime qui nous était hostile, auquel on était franchement opposés, mais Claude Chesson, monté à la tribune du Parlement à ce moment-là, il était notre ministre des Affaires étrangères, et il disait très clairement, le régime du gouvernement Pinochet est une calamité pour son peuple, ce qui, de la part d'un diplomate, est un peu étonnant. Enfin, ça a fait un choc énorme. Imaginez ce que ça peut signifier. Une calamité pour son peuple, dit avec un pays avec lequel on avait une relation. Alors nous, à l'ambassade, on a pris plein la figure dans cette affaire. La réponse a été, oui, mais la différence entre nous et vous, disait-on aux gens qui nous engueulaient, on était convoqués, c'est que ceux qui parlent, ils parlent au nom du peuple français, puisqu'ils ont été élus, pas vous. Donc voilà, mais l'ambassade, dans ces cas-là, c'est pas... Bon, on n'a pas peur, à aucun moment on a peur de ce qui peut nous arriver. On sait qu'on est totalement protégé par Paris. Aujourd'hui, ça serait totalement différent. Dans le contexte d'aujourd'hui, je ne parle pas du gouvernement français. La vie diplomatique a changé, les ambassades sont beaucoup moins protégées. Enfin, le monde diplomatique a été bouleversé parce qu'on vit dans un... Enfin, bon, je ne vais pas parler d'aujourd'hui, mais à l'époque, le fait, et c'est quelque chose, je termine là-dessus, le fait d'être diplomate français fait qu'à aucun moment, je n'ai ressenti la moindre crainte, y compris quand j'allais dans les endroits les plus dangereux, les plus... Voilà, c'était... les gens disent, à aucun moment on se sent menacé, tellement on sait qu'il ne va rien nous arriver parce qu'ils ne veulent pas avoir d'ennui avec la France, et que si vraiment à un moment donné, le pire qui peut nous arriver, c'est d'être expulsé et d'être accueilli comme un héros en France. Bon, ça n'a pas été le cas, je n'ai pas été expulsé, mais honnêtement, l'ambassade travaillait naturellement et fondamentalement avec des crédits qui allaient à l'Académie d'humanisme chrétien, aux revues Analysis, à Psy, à la Flaxo. Enfin, les crédits étaient fléchés directement vers l'organisation de l'opposition. C'était très clair, il n'y avait aucun... Et ça a continué sous Jacques Chirac, quand il était Premier ministre, plus discrètement, mais ça a continué. Bon, c'est vrai que les équipes, elles n'avaient pas changé, alors ça a réglé le problème. Ça a repris de plus belle sous Rocard. Enfin, vous voyez, je dois dire que sur ces affaires-là, Chirac était incontestable. Enfin, voilà, c'est témoignage d'un diplomate qui s'est trouvé face à un gouvernement ennemi, mais pas ennemi de la France, ennemi de notre vision de la démocratie, parce que par ailleurs, c'était un pays avec lequel la France avait des relations normales. Un pays, et un gouvernement avec anormal. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est... Si, très, je pense. Je reviens vers toi, Samuel, mais vous pouvez répondre tous les trois. Samuel, donc toi, tu fais ton travail de doctorat sur les réseaux de résistance. Tu me dis si je le résume bien. Les réseaux de résistance dans les congrégations de sœurs,
au Chili et en Uruguay. C'est ça ? Effectivement, une partie du travail qui est consacrée à la question spécifique de la résistance, oui. D'accord. Et l'autre partie ? Et l'autre partie qui est consacrée depuis plutôt une histoire culturelle et religieuse à justement, on l'a un petit peu évoqué, à l'évolution du christianisme en Amérique latine dans la seconde moitié du XXe siècle, après Vatican II, après la conférence de Medellín, et comment les congrégations religieuses, notamment moi je travaille spécifiquement sur 3 congrégations religieuses d'origine française, les Petites Sœurs de l'Assomption, les religieuses du Sacré-Cœur et les dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne, comment elles vont être directement bouleversées à la fois par l'actualisation religieuse de la théologie de la libération, et comment elles vont être aussi confrontées au coup d'État militaire. Plusieurs sœurs, une partie d'entre elles, on raconte leur histoire avec mon collègue dans le livre de Cartala, ont été arrêtées après le coup d'État, certaines expulsées du Chili, torturées, disparues, c'est le cas aussi en Argentine et en Amérique centrale. Donc voilà, essayer de visibiliser un petit peu et de travailler spécifiquement sur la question de la vie religieuse féminine et de l'apport des religieuses dans les questions de résistance, et pas seulement l'aspect le plus glamour, entre guillemets, de la résistance qui peut être effectivement ces opérations clandestines, mais aussi depuis le travail quotidien dans les populations d'assurer la survie de toutes ces personnes qui étaient directement menacées, pas seulement par la répression politique, mais aussi par la question de la répression économique et par l'orientation du régime qui a évidemment fait de nombreuses séquelles dans les quartiers populaires. Oui, bien sûr. Puis de toute façon, on peut prendre en résistance dans un terme bien plus global. Résister, c'est aussi essayer de survivre dans les populationnes pendant ces années de dictature. Et justement, ma question, ce serait, c'est quoi la vie de ces religieuses tous les jours dans la résistance en tant que protégées de la dictature, essayer sans doute peut-être de faire des actions de sabotage, et aussi également de permettre de faire évader les exilés politiques par le système d'ambassade, tout ça. Concrètement, comment est-ce qu'elle s'organise ? Ouais, effectivement, c'est vrai que cette question-là, il y a d'abord reconnaître qu'il y a une grande diversité. D'abord parce que, au même titre que pour la diplomatie, les religieuses européennes, elles jouissent quand même d'une certaine protection que n'ont pas des religieuses chiliennes qui vont se mettre dans les mêmes conditions, ou de religieuses latino-américaines par extension. Donc ça, c'est un premier point qui est assez important. De voir aussi comment les congrégations réagissent. Certaines congrégations vont décider que ça fait partie de la mission chrétienne, notamment justement là, en travaillant dans les archives des Petites Sœurs de l'Assomption. C'est écrit noir sur blanc dans leurs archives de dire en 1979, nous devons ouvrir nos couvents et nos maisons aux personnes qui sont compromises et d'accueillir celles et ceux dont la vie est mise en danger. Mais pour d'autres congrégations qui n'ont pas forcément vécu la même actualisation et le même engagement en faveur des droits humains, les sœurs, elles vont essayer de travailler de manière le plus silencieuse possible et sans que personne ne sache ce qu'elles font, parce qu'elles n'ont pas envie de se mettre à dos le reste des sœurs qui peuvent être plus conservatrices ou la mère supérieure. Et aussi la question de l'engagement politique. Je parlais de Blanca Rengifo justement avant, sur laquelle Esteban a beaucoup travaillé. Elle a un parcours assez intéressant puisque Sœur Odile n'a jamais participé directement dans un parti politique ou dans une organisation révolutionnaire au Chili, même si elle a côtoyé beaucoup de militantes et militants. Mais Blanca Rengifo, pour le coup, elle a fait partie du MIR, le mouvement de gauche révolutionnaire. Et en fait, c'est lors de ses funérailles en 1988 que les camarades du MIR se rendent compte qu'elle est religieuse et que les sœurs de la congrégation se rendent compte qu'elle est du MIR. Et donc en fait, jusqu'à aujourd'hui, en fonction de avec qui on fait les entretiens, il y en a qui nous racontent comment, camarade Blanca, en tout cas avec un autre nom évidemment, avait un Glock 9 mm dans le sac à main, et d'autres qui nous parlent de sa vie de religieuse, où évidemment, pour essayer de passer le plus inaperçu possible, l'habit religieux, la grande croix. Et donc, comment elles réussissent à jouer aussi, à performer l'identité de religieuse, dans la mesure où, évidemment, aux yeux des militaires, dans le contexte de la répression, surtout après 1973, les religieuses ne sont pas considérées comme potentiellement des subversives, en tout cas directement. Et ça va leur offrir une marge de manœuvre aussi. Et donc, dans le documentaire, je raconte comment elles se déguisent, comment elles vont aller dans les pharmacies. Plusieurs religieuses m'ont raconté, par exemple, comment, justement, au moment où toutes les pharmacies étaient contrôlées, c'était pas possible d'avoir de l'antiseptique, des pansements, puisque potentiellement, ça pouvait être du matériel qu'on allait donner à des résistants qui avaient été blessés dans des affrontements avec les militaires. Comment elles allaient en pharmacie en disant la mère supérieure est tombée dans les escaliers au couvent, on a absolument besoin des bandages, etc. Et comment derrière tous ces éléments ont pu permettre de sauver du monde. Et rapidement, parce que c'est dans l'actualité du Chili, raconter rapidement un épisode qui est au cœur des carnets. Elle raconte comment 2 jours après le coup d'État, le 13 septembre 1973, elle est réveillée dans la nuit par des voisins de la population qui lui apportent un Brésilien qui a
été fusillé sur un des ponts du fleuve Mapocho que vous voyez dans le documentaire. Et en fait, il a survécu après avoir été fusillé. Il a été emmené par le cours du fleuve jusque dans la zone ouest de Santiago, où des jeunes sont tombés sur lui, agonisant le long de la berge, l'ont tiré et se sont dit on va l'amener dans la maison des sœurs, elles sauront quoi faire. Et donc en fait, elle raconte dans son carnet comment cet homme-là, qui est blessé par balle, qui est en train de délirer évidemment par rapport à ce qu'il vient de vivre, comment elles essayent d'abord de lui faire des pansements, de le soigner, et puis après, comment elles réussissent à l'exfiltrer du pays. Donc, dans les carnets, comme je le disais juste avant, évidemment, il y a assez peu d'informations qui nous permettent de retrouver un peu qui c'est. Et au fur et à mesure des années, c'était vraiment un objectif pour moi d'essayer de me dire, mais qui c'est ce réfugié brésilien au Chili? J'ai réussi à le retrouver et à l'occasion, finalement, des 50 ans du coup d'État en 2023, le gouvernement actuel au Chili a créé le Plan national de recherche, Plan national de búsqueda, qui a justement pour objectif de travailler de réouvrir un certain nombre de cas pour la localisation des détenus disparus au Chili. Et cette semaine a eu lieu devant le tribunal de justice la réouverture du cas de ce réfugié brésilien, Luis Carlos d'Almeida, qui a été sauvé par la sœur Odile et à partir duquel se constitue aujourd'hui un dossier pour judiciariser de nouveau les exécutions sur le fleuve Mapocho et relancer potentiellement des excavations dans un certain nombre de communes de la zone ouest où a vécu sœur Odile. Et donc c'est aussi important pour moi de montrer finalement comment, d'abord sur l'aspect source, comment finalement un carnet qui a failli, on en parlait avant, a failli disparaître à plusieurs reprises, sert aujourd'hui comme pièce à conviction dans un procès et dans tout ce processus au Chili, et comment finalement la solidarité de sœur Odile, l'instinct avec lequel elle a agi et cet amour pour l'autre dont parlent ses amis dans le film, comment cela a permis de sauver des vies qui, 50 ans après, vont peut-être aujourd'hui, avec s'il accepte de témoigner, ce qui n'est pas encore donné, mais vont peut-être permettre de futures avancées pour les familles de disparus qui recherchent encore aujourd'hui des personnes qui ont été vraisemblablement, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux, exécutées au Chili après le coup d'État. Merci. Si ça vous va, je vous propose qu'on passe aux questions pour avoir le temps d'échanger avec vous. Ouais. Alexandre, tu vas passer avec le micro, ça va être plus facile. Il y a Maïté juste ici. Bon, tout d'abord, je me joins aux félicitations parce que je suis chilienne. J'ai été arrêtée. Je suis en France depuis cet âge-là. J'ai été à l'ambassade de France et ce film m'a, je dirais, bouleversée. D'abord par le sujet. Moi, je suis chilienne et féministe. Et ça a été très fort. La façon où tu filmes, la façon où tu laisses parler ces femmes, c'est extraordinaire. Et je voulais te demander pourquoi ce film-là ne s'appelle pas au nom de mes sœurs. Le Panthéon. On peut prendre plusieurs questions, ça serait peut-être plus facile. Autre question. Si vous avez, on prend 2 autres questions et puis comme ça on fait des petites séries. Bon, ça viendra. Samuel, à toi. Pourquoi ça ne veut pas au nom de toutes mes sœurs? D'abord, en fait, finalement, c'est la question aussi que je me suis fait en lisant les carnets pour Odile quand elle parle de ses frères au sens biblique. C'est vraiment l'élément qui revient le plus souvent. En cherchant le titre, j'ai essayé d'être fidèle à ces carnets et donc forcément, en même temps, ça me posait la question parce que dans le film, les témoins que moi j'ai choisi d'interviewer, c'était justement des femmes pour essayer de reconstruire l'histoire aussi de cette religieuse à travers 3 personnes qui ont vécu et qui ont connu sous différents aspects. Juanita, qui a été une religieuse, Luisa Riveros, qui est une pobladora qui a vécu et qui a connu Odile dans son engagement, et Arlette Aduar, qui est aussi une militante, qui a été exilée aussi au Royaume-Uni et donc avec qui elle a partagé d'autres manières. Mais finalement, on s'est rattrapé avec le livre qui au Chili s'appelle Hermanas del Pueblo, donc les sœurs du peuple. Et donc finalement, c'est El nombre de todos mis hermanos y hermanas del pueblo. Donc avec la lecture du livre, ça contrebalance un petit peu l'aspect masculin du titre. Une question. Merci. Tu as réussi à retrouver beaucoup de gens qui l'ont connu et qui ont soutenu son combat. Je ne sais pas s'il a été possible. À un moment, il y a une de ses voisines qui parle des religieuses qui auraient été plus conservatrices. Je ne sais pas si tu as réussi à débloquer la parole de ce côté-là ou d'approcher tout ce qui a été tension, friction, mais avec un point de vue
ennemis. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Conflictuels, en tout cas. C'est sûr, forcément, d'abord, dans le cadre de mon projet, d'abord pour le documentaire et de mon projet de recherche, l'objet principal, c'était plutôt de retrouver des religieuses qui avaient été engagées, qui avaient des trajectoires assez plutôt similaires à celles de Sœur Odile. Mais j'ai pu aussi interviewer effectivement des religieuses pour qui, finalement, qui ont vécu en décalage ce processus-là, dont on a très bien parlé, de Vatican II, de la théologie de la libération, et qui me disaient, c'est aujourd'hui des femmes très âgées, qu'elles ont un petit peu ce regret de n'avoir compris que bien plus tard ce qu'avait représenté l'expérience de Salvador Allende, parce que pour elle, à l'époque, c'était un gouvernement comme un autre. Et aussi parce que les pressions familiales pouvaient être très très fortes, et c'est quelque chose qu'on a parfois aussi tendance à oublier, parce qu'on regarde les sœurs comme actrices autonomes, mais c'est aussi parfois des filles de très grandes familles du Chili. Et voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines religieuses qui me disaient que la famille clairement disait, moi j'ai pas élevé une fille communiste, et si tu es religieuse, c'est pas pour devenir une religieuse communiste. Et donc ça crée évidemment aussi une pression supplémentaire, en plus évidemment de la peur de la répression et des événements. Après, j'ai pas eu l'occasion véritablement, en tout cas jusqu'à présent, de rencontrer directement, d'interviewer des religieuses qui elles adoptent une posture assumée pro-Pinochet, pro-junte. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Mais il y a un certain nombre de congrégations qui sont restées totalement hermétiques à la question de la violation des droits humains pendant la dictature. J'ai brusquement la mémoire d'une chose qu'il faut préciser, qui est intéressante pour comprendre le Chili. Dans ton film, on voit les images à la télévision, téléanalysis, oui. Des images du discours de Jean-Paul II et des témoignages qui effectivement sont bouleversants, des carabiniers qui foncent dans la foule. Bon, tout ça est extraordinaire. Et il est dit, par l'une des personnes qui est interviewée, pour la première fois, on a pu enfin passer, etc. Alors, c'est vrai, mais il faut savoir que c'est passé sur la chaîne de l'Université catholique et que la chaîne de la télévision nationale du Chili a rendu compte de tout le voyage de Jean-Paul II, sauf cette séquence, pendant laquelle on avait un prêtre connu, qui vit encore aujourd'hui, qui s'appelle le Père Hasboun, qui est un Palestinien très connu au Chili, et qui a expliqué sur un plan théologique des choses tout à fait intéressantes, mais qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait. Donc ça a été quand même censuré. Mais une chaîne de télévision importante, celle de l'Université catholique, a pu retransmettre ça. Donc c'est en ça que c'est important. La deuxième chose, très vite, que j'avais oublié sur l'illustration de ce qu'est le travail de l'ambassade, la visite de Laurent Fabius en 1987. C'est-à-dire il est simple député d'opposition, ancien Premier ministre, donc Chirac est Premier ministre, Jean-Bernard Raymond est ministre des Affaires étrangères, Fabius demande à venir au Chili. Il va au Chili. D'abord, première visite à la Victoria, là où a été assassiné le père Jarlan. Il sort de là vraiment bouleversé. On n'a pas, pas de l'image qu'on a du poisson froid, non. Et puis, une déclaration devant la prison de Santiago, dans laquelle Fabius déclare, en français, c'est facile, en plus c'est pratique parce que ça rime en espagnol aussi, quand moi je traduisais derrière. Qu'est-ce que je pense du Chili? Un pays merveilleux, un peuple courageux, un régime honteux. Ça rimait en français, ça rimait en espagnol, maravilloso, valioso y vergonzoso. Un régimen vergonzoso, dit par un parlementaire français, ancien Premier ministre, devant toute la presse dans la rue de Santiago. On s'est tous dit, ce soir, Fabius va être expulsé. Non, c'est passé. On était en 87, donc une phase où déjà l'évolution pouvait se percevoir. Voilà. C'est pour éclaircir cet aspect de la vie diplomatique dans cette période, qui est la période quand même qui précède le plébiscite. Non, moi j'ai des questions. non, justement, tu parlais justement de l'évolution éventuellement déjà de la réaction de la junte, du niveau de violence et du niveau de réaction au niveau diplomatique. Si on revient justement à l'activité plutôt de résistance, mais aussi la vie quotidienne, Samuel, est-ce qu'il y a une évolution dans les écrits de Sœur Odile sur ses activités, sur le niveau de danger, sur... D'ailleurs, elle reste jusqu'à la fin. Elle tente de se faire, elle survit à une tentative d'assassinat.
Donc elle a tout vécu. Oui, effectivement, c'est vrai que sur cette longue période de 17 ans de dictature, il y a différentes étapes. On a souvent tendance à se plonger d'abord sur les mois qui ont suivi le coup d'État, 73-74, et la politique de la junte d'élimination d'abord des trois principaux partis d'opposition, du MIR, du Parti socialiste et du Parti communiste, avec les différents services répressifs. Là où finalement, justement, le réseau de résistance sur lequel j'essaie de travailler, notamment dans le cadre des religieuses, il y a un petit espace qui s'ouvre dans la mesure aussi où, au moment de la junte, finalement, Pinochet n'est pas encore assuré. Finalement, lui, son objectif, c'est de s'assurer les pleins pouvoirs. Mais il y a d'autres généraux, jusqu'en tout cas en 1978, qui contestent quand même l'hégémonie du général Pinochet, qui fait qu'au moment de la répression, il y a différents services répressifs qui ne sont pas coordonnés entre eux, qui sont à la recherche des opposants. La DINA va devenir la Direction nationale de l'intelligence, le service répressif numéro 1, mais il y a aussi le service d'intelligence de la marine, le service d'intelligence des forces. Service secret, l'intelligence, oui. C'est service secret. Service secret de la marine, de l'aviation. Ce qui fait que finalement, il y a plusieurs possibilités, en tout cas de centres de détention. Quelque chose qui se fait assez rapidement pour les religieuses, c'est essayer de savoir qui est détenu où et par qui, pour essayer de centraliser cette information-là. Et les religieuses l'intelligence, pour le coup, vont pouvoir réussir plutôt bien ce travail-là, notamment parce qu'elles vont pouvoir avoir recours à l'habit religieux, qui est justement une manière aussi de se déplacer de manière un peu plus facile dans la rue, et justement, comme je disais juste avant, de jouer sur un certain nombre de prétextes quand on rate de 20 minutes l'heure du couvre-feu, etc., au moment de sa détention. Après, finalement, dans la deuxième partie des années 1980, une grosse partie de la répression que vont vivre ces personnes liées à l'Église catholique, elle est liée aux manifestations du mouvement contre la torture, qui se forme en 1983, où là, finalement, j'ai pu recueillir de nombreux entretiens avec des femmes, mais aussi des prêtres et des laïcs qui sont tabassés, détenus en garde à vue pendant 4 ou 5 jours, molestés, etc. Mais finalement, là où effectivement c'était l'image aussi que j'avais de penser que finalement le gros de la répression se centrait plutôt sur les années 70 qui suivent le coup d'État, on se rend compte que jusqu'à la fin des années 80, il y a quand même il y a quand même un terrorisme d'État qui se poursuit jusqu'au bout. Et la sœur Odile, en 1986, elle est victime d'une tentative d'assassinat chez elle. Elle est poignardée à de nombreuses reprises. D'après ce qu'elle raconte au Vicariat de la Solidarité qui apparaît dans les archives, c'est elle dit que la vie sauve que parce que c'était en plein hiver et que donc du coup elle avait toutes ses couches sur elle, parce qu'effectivement en vivant dans une population, dans une petite cabane qui n'est pas chauffée en plein hiver au Chili, ça nécessite d'être bien couvert. Et donc elle dit qu'elle est sauvée par ça, qu'elle crie, qu'il y a des voisins qui arrivent, et donc l'agresseur s'enfuit en courant. Mais finalement, cette répression, y compris contre l'Église catholique, continue dans les années 80. Il y a un certain nombre de militants aussi, Rekal Negme par exemple, qui est assassiné au moment de la transition démocratique du MIR, qui montre quand même une continuité dans les pratiques répressive, qui évidemment évolue, c'est pas la même en 1973 qu'en 1987, mais pour laquelle on voit, et notamment dans le milieu des poblaciones, particulièrement quand on travaille sur ces secteurs-là, qui ont vécu de plein fouet ce qu'était la répression et les perquisitions, ce qu'ils appelaient au Chili allanamientos, quand la police militaire, qui sont les carabiniers, débarque dans un quartier, décide de fouiller toutes les maisons, de sortir tous les hommes et les adolescents, de les mettre sur le terrain de foot de la population, de les garder là, et pendant ce temps-là, pendant que tous les hommes sont sortis, ça fouille les maisons, et ça engendre aussi un certain nombre de violences, notamment des violences sexuelles contre les femmes, des violences contre les enfants, des destructions, des vols. Et ça, c'est quelque chose qui est resté quand même très, très imprégné dans la mémoire collective d'un certain nombre de populations à Santiago. D'accord, merci. Oui, madame. Oui, bonsoir, merci pour ce documentaire. Dans le documentaire, on voit très bien, parce que vous restituez ces carnets, les commentaires qu'elle fait et son analyse de la situation au moment du coup d'État. Est-ce que ces carnets contiennent des réflexions dans la deuxième partie des années 80 où l'Église va participer à l'organisation, ou en tout cas va avoir des expressions sur le processus de négociation en vue de l'ouverture du champ électoral au moment du plébiscite? Est-ce qu'elle fait des commentaires là-dessus sur le rôle politique de l'Église? Alors oui, pas directement dans les carnets, parce qu'en fait finalement c'est la source principale du documentaire, mais les carnets s'arrêtent sur la fin de l'année 1974, donc contiennent cette période-là, mais après j'ai pu avoir accès à un certain nombre d'autres écrits qui permettent de retracer aussi sa pensée jusque dans les années 2000. Le dernier texte que j'avais pu récupérer, c'est un texte de 2003. Effectivement, elle évoque plusieurs fois la question de l'Église, et souvent avec méfiance, et justement là je rejoins aussi ce que disait Jean Mendelssohn sur l'analyse politique. Il y a un texte, moi, de la sœur Odile qui m'a beaucoup... qui
vraiment qui m'a marqué, que j'ai découvert en 2021-2022, au moment où le Chili était en plein nouveau processus de constituante. Et en fait, elle écrit quelques semaines en 1988, avant le fameux plébiscite, qui est en fait le référendum d'octobre 1988, dit finalement ce référendum, c'est que le premier pas. Si on veut vraiment réussir à changer quelque chose au Chili, il faudra venir à bout de cette constitution. Donc finalement, il y a quand même un certain nombre de réflexions qui irriguent cette pensée-là, qui me semblent totalement pertinentes. D'autres réflexions de la fin des années 70, au moment où il y a un petit peu une sorte où le vicariat de la solidarité au Chili, donc qui est l'organisme de l'Église, va adopter une posture beaucoup plus confessionnelle, là où le comité pour la paix dont on a parlé était d'abord un projet œcuménique, notamment avec les églises protestantes, avec Helmut Frenz par exemple, l'évêque luthérien, qui a eu un rôle très très important aussi sur la question des solidarités internationales avec le Chili, notamment en étant après avec Amnesty International. Et donc finalement elle évoque aussi toujours une méfiance, dans le sens l'Église est effectivement finalement la seule solution dont disposent ces réseaux-là à l'époque pour essayer de sauver des vies. Mais en même temps, elle ne fait pas reposer toute sa confiance sur la suite, sur le rôle potentiellement positif que peut jouer l'Église. Et ça se traduit notamment, Esteban le dit assez bien dans le film, avec le changement d'archevêque à Santiago en 1983, qui finalement, et quand je suis tombé sur cette archive la première fois, ça m'a fait drôle aussi de le voir tout sourire. Le pape Jean-Paul II arrive à côté de Pinochet, sa famille et les militaires, au milieu des caméras, vraiment comme si c'était une journée super pour le Chili. Donc finalement, il y a toujours cette complexité-là. C'est difficile à travers ces écrits, en tout cas, on voit, en tout cas, on décèle une une grande intelligence de ce qui est en train de se passer, des analyses politiques qui après se sont vérifiées, qui me semblent particulièrement pertinentes, et cette tension entre, d'un côté, devoir reposer sur l'Église, et en même temps d'être soucieuse d'éviter la récupération finalement, y compris la récupération politique de la part des partis de ce travail des communautés chrétiennes. Ça répond à peu près à votre question. De certains jésuites, notamment un jésuite important pour ce monde des communautés chrétiennes de la zone ouest, c'est Pepe Aldunate, José Aldunate, qui en plus était l'un des rédacteurs de plusieurs des bulletins clandestins qui circulaient au Chili, No Podemos Callar, Policarpo, qui a travaillé beaucoup à l'intérieur de ce mouvement un petit peu de christianisme de la libération. Donc oui, les jésuites ont une place assez importante dans ces réseaux. Après, c'est toujours difficile, encore une fois, de faire la juste mesure entre les individus qui agissent par eux-mêmes et le rôle derrière des institutions. Par exemple, dans les archives de l'archevêché à Santiago, qui sont aussi des archives pas toujours très faciles d'accès, je suis tombé sur un document de 1977 où plusieurs religieuses, dont Odile Loubet, décident d'occuper avec les familles de disparus l'église San Francisco. Pour les personnes qui connaissent à Santiago, c'est vraiment une des plus vieilles églises de Santiago, qui est en plein cœur de la ville. Et finalement, elles envoient ensuite une lettre au supérieur des franciscains, pour expliquer avec les différentes religieuses qui ont participé pourquoi elles avaient choisi l'église de Saint-François. Et la réponse de supérieur des franciscains, dont on pourrait imaginer en plus un ordre plutôt progressiste, proche des pauvres, laisse entendre qu'ils se désolidarisent totalement de l'action qui a été faite, qu'il y a une action illégale, etc. Donc ces tensions-là sont toujours, et c'est aussi un travail de l'historienne, d'essayer de trouver la juste mesure entre l'aspect institutionnel, l'aspect congrégationnel et la marge de manœuvre individuelle des religieuses notamment. Merci. Je pense qu'on va terminer sur cette question. Allez, dernière. Ouais, je pense que ça va. Une dernière question pour Jean-Nelson et peut-être pour Jean-Jacques aussi, parce que quand on parle de la révolution chilienne et des mouvements d'opposition, l'Église, en plus on a vu qu'il est très bien développé dans le film, à travers le film de la sœur Odile, mais tous les producteurs, ce qui est normal, sont braqués sur Santiago. Comment, M. Mandelson, parce que le Chili c'est pas que Santiago, comment, à votre connaissance, la résistance est organisée en province et dans les autres villes? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Parce que Valparaiso, à Punta Arenas, dans l'autre Chili, parce que souvent, enfin, la plupart des cas, c'est toujours Santiago qui est au centre du... Ce qui est normal d'ailleurs. Est-ce qu'on a des éléments d'information de comment la résistance est organisée en province? Oui, les éléments, non. On les a. J'ai mentionné tout à l'heure, par exemple, le nom de deux évêques, l'un à Linares et l'autre à Punta Arenas, par lesquels il y avait des informations qui circulaient sur ce qui se passait dans leur diocèse. Par ailleurs, la France
un réseau scolaire bizarrement dépendant de l'Alliance française pour des raisons bizarres au Chili. Quand vous avez des gens qui parlent un français magnifique et qui disent j'ai fait mes études à l'Alliance française, en fait ça veut dire le lycée français de Santiago, c'est pas les alliances françaises qu'on connaît. Il y a des lycées français à Osorno dans le sud, à Concepción, il y en a un à Viña del Mar, il y en a 5. Bon. Évidemment celui de Santiago. On a des professeurs sur place. Nous-mêmes, nous diplomates, nous allons les voir. Nous faisons des visites consulaires qui ressemblent souvent à des visites de protection. C'est-à-dire qu'en fait, les visites consulaires, c'est utile, surtout quand il faut inscrire les gens sur les registres pour les élections, des choses comme ça. Mais bon, honnêtement, les vraies visites consulaires qu'on faisait, c'était politique. C'était parce qu'il fallait qu'on montre que nous savions que telle personne là était... Bon, enfin, ça a toujours été le cas. Il y a que récemment, 30 ans plus tard, j'ai été assister à une messe à Placetas dans le cœur de Cuba parce que le prêtre français m'a demandé d'être là parce qu'il trouvait que c'est important que... Voilà, j'ai fait une visite consulaire à Placetas où j'avais un Français, le curé. C'est un prétexte souvent qu'on utilise pour aider. Donc on a des informations qui remontent. Alors c'est pas complet. On a aussi les consuls honoraires. C'est pas une bonne source d'information les consuls honoraires. On a les hommes d'affaires. Alors les hommes d'affaires expatriés, souvent eux aussi sont de bonnes sources d'information. Et bien sûr on a les religieux. Et les congrégations d'origine française, même s'il y a peu ou plus de Français dans ces congrégations, elles ont eu un rôle tellement essentiel au XIXe siècle et au début du XXe au Chili, les religieuses françaises. Il y a des thèses qui sont faites dessus, très, très, très célèbres au Chili. Les religieuses françaises, Saint-Vincent de Paul et que sais-je, enfin je ne suis pas spécialiste à moi-même, mais c'est vrai qu'on avait... on était nourris d'informations. Évidemment, c'était très incomplet. Mais c'est pas plus complet à Paris. Hein. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Giron en ce moment, patrie de naissance de Nadine Leloubet, je l'ignore totalement. Donc c'est pas exceptionnel. Mais non, je pense qu'on avait quand même des possibilités d'information. Nos religieux, l'Église comme structure, les lycées français, les hommes d'affaires, les consuls honoraires, les profs, beaucoup de profs. Les profs qui d'ailleurs dans les lycées français, on avait souvent des enseignants qui étaient souvent des anciens délégués syndicaux en France qui partaient à l'étranger après et qui étaient totalement des sources d'approvisionnement d'informations inépuisables. Donc on n'était pas centré, même si naturellement c'était à Santiago qu'on travaillait, mais bon, maintenant l'île de Pâques, j'y suis jamais allé. Hein. On faisait ce qu'on pouvait. Passionnant. Je vous laisse conclure en 2-3 phrases. Il est 21h15. Et comme ça nous laisse un quart d'heure pour aller acheter des livres. Non, bon, j'aurais simplement une question à poser à Samuel, qui a fait un excellent travail. Mais dans la suite, dans la logique de mes propos de tout à l'heure, il est jeune, donc vous n'avez pas eu de connaissance directe des événements, vous n'avez pas eu de vécu, mais pour quelles raisons avez-vous choisi ce sujet et pourquoi le Chili ? Comment l'intérêt pour cette question-là sur laquelle vous êtes en train de travailler, je crois, vous faites un doctorat, et d'où est venu cet intérêt pour le Chili, pour cette période particulière de l'histoire du Chili? Pour le Chili, d'abord, avant tout, c'était dans le cadre d'un échange universitaire, l'idée de partir en Amérique latine, d'avoir l'occasion de suivre des cours sur place. Ce qui m'a particulièrement attiré, moi, c'était l'université en question, l'université de Santiago, qui est une université publique et université aussi. Ce qui veut dire qu'avant de partir, vous n'aviez pas une idée particulière? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Pas du tout. Et sur le sujet, finalement, le sujet, je l'ai pas choisi. C'est vraiment le professeur qui m'a prêté les carnets. D'accord. Et moi, je suis tombé, j'ai vu cette lecture-là par hasard. Mais pour être totalement honnête, si quelques mois avant, on m'avait parlé des religieuses, j'aurais dit que ça m'intéresse pas particulièrement. Pour être totalement honnête, et j'avais pas
du tout d'image non plus, et j'avais cette image aussi très stéréotypée de ce que peuvent être les religieuses. Et c'est finalement en découvrant l'étendue de ce qu'elles ont pu apporter au Chili que je me suis dit que ça valait vraiment le coup que ce soit reconnu. Et comme je disais en introduction, je pense que ce qui m'a le plus motivé, c'était de me rendre compte que rien n'existait. Et finalement, ça, c'était une démarche qui est avant tout une démarche de mémoire, pas seulement d'apporter une connaissance historique nouvelle, etc. Ça vient après, mais plutôt d'essayer de travailler avec ces personnes-là, notamment dans ces quartiers, avec ces femmes en question, de leur poser des questions sur leur vécu de la dictature. L'intérêt sur le sujet est venu par votre contact avec le terrain et la rencontre avec ce manuscrit. Bien sûr, et aussi par le fait qu'effectivement, et ça c'est quelque chose, je pense, d'assez important dans ces événements, c'est que beaucoup de religieuses avec qui j'ai pu travailler, c'était la première fois finalement que quelqu'un leur posait des questions sur leur vécu de la dictature. Et donc c'était aussi des moments très puissants, parce que forcément c'était une personne qui est convoquée finalement à repartir dans une mémoire qui est évidemment une mémoire difficile, une mémoire traumatique, et en même temps c'est aussi un soulagement de pouvoir s'exprimer, et donc c'est évidemment tout un processus à la fois de remémoration, de travail mémoriel qui implique de maintenir un certain contact et une certaine disposition pour travailler avec ces personnes-là. Donc voilà, en conclusion, si le film vous a plu, il y a un petit flyer à côté avec Cartala où vous avez accès à un certain nombre de bonus qui sont sous format documentaire, où finalement j'essaye d'explorer aussi toujours ce monde-là des populations de Santiago, des liens entre l'Église et la résistance, et sur certains centres de détention aussi au Chili. Donc si vous vous intéressez, vous pouvez scanner le QR code ou emporter un flyer et vous pouvez voir la suite. Merci. Merci beaucoup. Donc Cartala a apporté un panel de livres sur le Chili. J'en profite aussi pour dire que Jean Mandelson a apporté 2 ouvrages à feuilleter qui ne sont pas sur le sujet, mais plutôt sur son autre grand intérêt. Non, qui sont sur les archives de l'État français sur l'année 1943, et le second sur ton voyage diplomatique sur... Redis-moi. Sainte-Hélène, Petite-Île. En 2015. Merci beaucoup. Merci.